L'analyse de l'actualité de la journée sous un angle différent au 99.5 Montréal. La journée est parfaite pour recevoir notre prochain invité. Donc, il est analyste politique et géopolitique. Il est aussi chroniqueur au journal Les Affaires et il a étudié en études stratégiques et conflits internationaux. Nous recevons M. Philippe Labrec. Bienvenue, M. Labrec. Bonjour. Vous avez récemment écrit dans le journal Les Affaires un texte percutant sur la transformation de l'ordre mondial et la place de Donald Trump dans ce bouleversement. Pouvez-vous nous résumer votre thèse en quelques mots? Oui, ce que je dis, c'est que Donald Trump est la conséquence plutôt que la cause des grands changements de structure politique et économique auxquels on fait face en ce moment, notamment au niveau des relations internationales et des relations commerciales. Donc, je dis que Trump, sur la forme, bien sûr, a son style bien à lui, mais sur le fond, qu'on aurait eu Mme Harris, par exemple, au lieu de Trump, on ferait face aux mêmes problèmes structurels qui, pour résumer la façon assez rapide ici, commence avec l'endettement massif structurel américain, son déficit absolument astronomique aussi, et de plus, ce qu'on appelle la démondialisation ou la montée du mercantilisme au sein de l'ordre économique mondial. Donc, oui. En cours, là, c'est à peu près l'argument que je mets de l'avant, que on met beaucoup trop d'emphase sur Trump, le personnage lui-même, comme si c'était la cause de nos problèmes, quand en fait, la structure a déjà changé là, sous nos pieds, si je peux dire, bien avant Trump. Oui. Vous citez d'ailleurs Henry Kissinger qui voyait Trump comme un révélateur des mutations en cours plutôt que comme l'instigateur des changements. N'a-t-il pas quand même précipité certaines transformations? Ben, j'ai l'impression que Trump accélère les choses, oui, en effet. Ça, c'est son style personnel. Je pense que c'est là où l'homme, ou les grands hommes, ou les petits hommes de l'histoire, dépendamment comment vous les voyez, oui, vont avoir une influence sur les grands changements structurels historiques, c'est qu'ils vont y donner leur saveur. Et Trump, ayant le comportement qu'il a, je crois, accélère les choses. Est-ce qu'on serait passé à une espèce de guerre commerciale, une démondialisation, fin de la mondialisation heureuse, si rapidement sans Trump? Peut-être que non. Peut-être que ça aurait pris 10 ans, notons, à partir d'aujourd'hui, hein, au lieu de tout se faire en quelques semaines. Donc, les choses déboulent rapidement en ce moment. Et je crois que ça, c'est le style de Trump. Là, comme quand je parlais de forme juste avant, la forme de Trump. oui. Trump, il donne sa forme à ce changement de structure et ça se passe à la vitesse de la lumière, ce qui peut être encore plus déstabilisant. Donc, je n'extrais pas Trump, le personnage, de l'équation. Je crois qu'au contraire, il est absolument pertinent si on veut comprendre l'époque actuelle de par son style. Mais je crois qu'on ferait face, comme je disais tantôt, aux mêmes problèmes structuraux avec ou sans Trump. Oui, il précipite finalement ce qui devait arriver selon votre thèse. Vous dites que la mondialisation, telle qu'on l'a connue, touche à sa fin. À quel moment cette illusion a-t-elle commencé à se fissurer? Et pourquoi on a refusé de voir les signaux de la fin de la mondialisation? Ben, à mon avis, au Canada en particulier, c'est qu'on en profite tellement de la mondialisation, vu qu'on est un pays qui exporte beaucoup plus qu'il importe, son économie entière est basée sur l'exportation en premier lieu vers les États-Unis. Donc, on n'avait pas intérêt à le voir, donc on ne voulait pas le voir. Je crois qu'on s'est aveuglé quand même plus longtemps qu'on aurait dû. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu venir initialement au Canada? Je crois que c'est à cause de ça. Mais en deuxième lieu, on l'a pas vu venir parce qu'on a tendance mentalement à être décalé sur notre époque. Oui. Je parle de façon très générale, mais on est habitué à un certain système, on est habitué à ce que certaines choses prennent place d'une certaine façon, et donc on veut pas trop penser à un monde qui va nous forcer à changer nos habitudes et à changer notre compréhension du monde. Et donc on se retrouve, comme j'ai dit dans mon texte, en décalage sur notre époque. C'est-à-dire qu'on pense un peu comme si on était dans un monde révolu déjà, alors que les choses ont changé, ce qui veut dire qu'on n'a pas le bon schéma pour le comprendre. Oui, oui, oui. Et vous critiquez une forme d'aveuglement qui consiste à se focaliser sur Trump plutôt que sur la structure déclinante du système. Comment vous expliquez cette obsession médiatique est-ce que vous pensez que ça révèle notre incapacité à anticiper le monde qui vient? Ben, c'est sûr que c'est tentant, j'ai envie de dire, de blâmer Trump et de se focaliser sur Trump parce que c'est un homme, c'est une personne, entre guillemets, c'est facile à comprendre parce qu'on peut s'imaginer à sa place et donc on voit une seule personne qu'on peut blâmer pour tout.
Donc oui, de cette façon, c'est un aveuglement presque volontaire, là. Ceci dit, comme je l'ai mentionné juste avant, tant aussi longtemps qu'on ne voit pas la structure qui est derrière, là, ce que j'appelle le fond, on ne peut pas s'adapter à l'époque qui vient, qui est déjà en place, qui prend forme en ce moment, et s'y adapter et s'y ajuster, justement pour s'assurer qu'on puisse tirer notre épingle du jeu dans cette nouvelle époque qui est de plus en plus, à mon avis, impossible à ignorer, là, dans le sens assez évident là, que la mondialisation heureuse se termine et que les grandes lignes là, des politiques internationales sont redessinées en ce moment. Donc, on a un peu le choix. Soit on vit dans l'ancien régime comme si rien n'avait changé, malgré le fait que tout change autour de nous, ou on s'adapte et on regarde au-delà de la figure trumpienne. L'investisseur et gestionnaire de fonds américain Ray Dalio parle d'une spirale de la mort lorsqu'il qualifie la dette américaine. Concrètement, selon vous, quels sont les risques à court et moyen terme pour les États-Unis et l'économie mondiale? À court terme, c'est que les États-Unis perdent contrôle de leur dette, ce qui veut dire que, comme je mentionne dans mon texte, que leur endettement continue de croître simplement basé sur son endettement. Ce que je veux dire, c'est que les dépenses n'auraient pas augmenté, mais l'endettement générant des paiements d'intérêt sur la dette serait devenu tellement important que là, la dette s'accumulerait parce qu'on ne ferait on ne pourrait plus faire les paiements sur les intérêts de la dette américaine. Donc, au point de vue fiscal américain, ça aura un impact sur à peu près tous les domaines politiques américains, notamment la défense. Et donc, à moyen terme, le risque, c'est que les États-Unis commencent à dire, on ne peut plus assurer la sécurité mondiale. La mondialisation, comme on la connaît aujourd'hui, là, même si je dis qu'on se démondialise, on n'est pas démondialisé à 100%. Là, le commerce international est basé presque entièrement sur le fait que la marine américaine patrouille les mers du monde, les océans du monde, et donc sécurise les océans du monde, ce qui fait qu'on peut envoyer des biens à peu de frais un peu partout dans le monde sur des bateaux, en gros. Et les États-Unis pourraient bien dire, écoutez, ça nous coûte une fortune, donc soit vous payez pour, soit nous, on arrête de faire ça. Ce qui mettrait une fin, à mon avis, presque immédiate à la mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation sans un certain hégémon qui assure la sécurité de tout le monde, ou presque. Donc, une débâcle fiscale américaine mènerait tôt ou tard les Américains à dire on ne veut plus jouer le rôle des policiers du monde. Et donc, le commerce mondial en souffrirait directement, je crois. Et de deux, les États-Unis étant le plus important marché de consommateurs au monde et de loin, et surtout le plus désirable, si je peux dire. La Chine est bien sûr énorme déjà comme marché interne, mais c'est pas très facile de faire affaire en Chine quand on est un exportateur. Tandis que faire affaire aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, avant Trump, là, du moins, c'était relativement facile. Donc, les marges de rentabilité étaient élevées pour en arriver dans un marché qui avait, qui était mature, là, si on peut dire. Donc, on pouvait atteindre les consommateurs facilement et on les comprenait. Tant que la Chine, même si peut-être un jour va atteindre ce statut, c'est pas encore le cas. Ce qui veut dire que si les États-Unis devaient entrer dans une situation économique absolument désastreuse, comme Dalio en parle, Dalio mentionne que si jamais la situation fiscale américaine devait se détériorer davantage, ce serait une crise cardiaque économique, là, je cite ces mots-là, crise cardiaque économique américaine. Donc, on perdrait un peu ce très grand marché de consommateurs, ce qui veut dire que tout le monde se retrouverait avec des produits et des services à vendre sans nécessairement avoir des acheteurs. C'est sûr que ça impacte le Canada en premier. Bon, là, bien sûr, il y a des tarifs en plus. Mais c'est pour ça que l'économie mondiale en souffrirait, je crois, très largement. Ça engendrerait un ralentissement économique, voire peut-être même une récession mondiale si la situation fiscale américaine devait vraiment être hors de contrôle. Je trouve ça très intéressant, votre grille de lecture via le prisme de la sécurité mondiale, la sécurité internationale, le rôle que les États-Unis jouent à ce chapitre, notamment en patrouillant les océans. C'est fort intéressant. C'est une nouvelle perspective qu'on entend moins. Vous évoquez le retour du mercantilisme et des excédents commerciaux stratégiques. Est-ce qu'on va vers un monde fragmenté où chaque puissance défend agressivement ses propres intérêts commerciaux? Ça a toujours été vrai. Tout pays a protégé ses intérêts commerciaux en premier lieu. Ceci dit, là, je parle théoriquement au sein de la mondialisation. L'idée était que tout le monde allait profiter du libre-échange. Donc, on laisse les pays exporter,
dans à peu près n'importe quel autre pays et vice-versa. C'est-à-dire que le Canada, en théorie, ici, aurait pu exporter dans n'importe quel pays et aurait laissé d'autres pays exporter vers le Canada à peu près sans contrainte. L'idée étant que tout ça, tous les pays deviendraient absolument presque parfaitement efficaces dans certains domaines et laisseraient les domaines où ils sont moins efficaces, moins rentables à d'autres pays. On atteindra une espèce d'équilibre mondial où tout le monde performe économiquement au maximum, si on peut dire. Ce qui est arrivé en réalité, c'est que certains pays, notamment la Chine, l'Allemagne et le Japon aussi à moindre mesure, là, mais surtout la Chine, ont fait exactement le contraire. Ils ont profité des frontières ouvertes, du point de vue commercial, pour exporter à très peu de frais des produits qui, encore une fois, avaient des prix bien inférieurs à d'autres produits ailleurs dans le monde, tandis que eux bloquaient l'accès très largement aux exportations de d'autres pays. Et donc, se sont enrichis, si on peut dire, sur le dos de la mondialisation. Le mercantilisme, c'est ça. Là, on maximise son gain de richesse, les accumulations de richesse pour le plaisir, là, mais au 16e, 17e, 18e siècle, les grandes puissances coloniales européennes étant mercantilistes, essayaient d'accumuler le plus d'or et d'argent, les métaux précieux. Oui. On a modernisé la chose aujourd'hui en parlant d'excédents commerciaux. C'est-à-dire qu'un pays qui a constamment des excédents commerciaux, mais forcément, un autre pays, lui, doit absorber ces excédents commerciaux en les achetant. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont un déficit commercial. Là, je crois que ce qui se passe, c'est que les États-Unis, du moins à l'administration Trump, en est venu à la conclusion que les États-Unis ont absorbé les excédents commerciaux du monde entier au sein de la mondialisation à leur détriment. Oui. L'industrialisation de l'Amérique s'est terminée, même s'est inversée au profit de la Chine depuis au moins 50 ans. Et donc, l'administration Trump, à tort ou à travers, en est venue à la conclusion que c'est eux qui payent pour la montée en force de la Chine et de d'autres pays économiquement parlant. Et donc, ils mettent fin, en gros, et adoptent eux-mêmes une politique qu'on appelle protectionnisme, mais qui au final vise un excédent commercial, qui est l'inverse en ce moment. Ils ont un déficit commercial. Les tarifs à terme visent un excédent commercial important, c'est-à-dire repousser à la hausse les exportations américaines et abaisser les importations. Et ça, c'est une forme de mercantilisme moderne, si on peut dire. Donc, toutes les politiques qui sont mises en place en ce moment mènent vers ça. Et la réponse au mercantilisme pour la plupart des pays, c'est leur propre politique mercantiliste. Et donc, ce que j'appelais la démondialisation se poursuit de cette façon en ce moment même. Là, à mon avis, on est entré là, dans cette ère. Dans notre tentative à cette émission de donner des angles différents ou d'élargir le spectre d'opinion, le spectre de pensée et d'analyse, on reçoit souvent, régulièrement, des Européens à cette émission-ci. Et justement, le lien avec l'Europe, vous concluez là, que l'Europe est désormais marginalisée dans cette recomposition mondiale. Est-ce qu'elle a encore une carte à jouer ou est-elle condamnée, l'Europe, à suivre le mouvement imposé par les États-Unis et la Chine? Est-ce qu'elle a une carte à jouer? Oui. Ça reste quand même une des régions les plus riches au monde, bourrée de talents, si je peux dire, avec des gens intelligents. Donc, reste à voir s'ils vont être capables de maximiser leurs talents, comme certains diraient aujourd'hui là, dans le monde des RH, ou sinon, est-ce qu'ils vont crouler sous les réglementations étouffantes, j'ai envie de dire. Après, le fait que les États-Unis semblent négocier directement avec Moscou en ce qui a trait à l'Ukraine fait croire que l'Europe est maintenant secondaire là, dans les relations internationales. Il y a la Chine, les États-Unis et la Russie, si on peut dire, la Russie, c'est pas tellement une force économique, mais ça reste une force militaire et nucléaire qui ont clairement une influence majeure sur le monde. Il semble rester que ces trois grands joueurs-là. Je dirais même qu'il y en a deux, là, les États-Unis et la Chine. Tout le reste semble graviter autour soit des États-Unis ou de la Chine, soit toutes les autres puissances. Et l'Europe, on n'en parle plus, parce qu'économiquement parlant, il n'y a plus de croissance. Militairement parlant, on voit que les États-Unis n'ont pas besoin d'eux et qui n'ont pas pu assurer la défense de l'Ukraine par eux-mêmes. Et d'ailleurs, on peut croire que l'Ukraine ne pourra pas atteindre une certaine entente avec la Russie sans l'appui militaire européen pour qu'on puisse défendre à toute fin pratique longtemps sans l'appui militaire américain, tandis que l'appui militaire européen reste relativement marginal. Donc, l'Europe, comme je dis, je crois qu'il leur reste des atouts. Reste à savoir s'ils vont vouloir les utiliser et comment ils vont les utiliser. Mais le temps presse. Là. Je crois que il faut que quelque chose se passe au niveau, j'ai envie de dire, de l'indépendance stratégique européenne. Donc, au niveau de la défense,
Mais la défense est toujours un résultat du PIB, si je peux dire, ou de la force économique. Plus on a une économie forte, plus on peut dépenser sur la défense. Et là, l'Europe est pas dans cette position en ce moment. Elle est extrêmement endettée, quoique les États-Unis aussi. Hein. Mais il n'y a plus de croissance économique non plus en Europe. Et donc, où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent pour investir dans la défense après? Ça reste à voir. Vous dites qu'on est en retard. Vous avez même débuté comme ça l'entrevue. Vous dites qu'on est en retard dans notre manière d'appréhender le monde qui vient. Comment un pays comme le Canada peut-il s'adapter ou devrait-il s'adapter à ce nouveau paradigme? Je crois qu'en premier lieu, à court terme, il y a relativement peu de choses qu'on peut faire. Renforcer notre économie? Résilient. Oui, renforcer l'économie, mais comment est-ce qu'on le fait concrètement? Là, je dirais, en premier lieu, augmenter la productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je suis pas le premier à le dire, mais investir dans l'innovation, investir dans les moyens technologiques pour que pour chaque travailleur sur le marché du travail, la production augmente. Ça veut dire la création de richesse par travailleur augmente. On sait que depuis une dizaine d'années, c'est l'inverse, ça a décliné au Canada. Donc, la première des choses, je crois, c'est d'atteindre un niveau de production non seulement qui est à la hausse, mais qui est supérieur à plusieurs pays. Là, on a été déclassé par les États-Unis dans ce domaine au courant des 10 ou 15 dernières années. Il est peut-être temps d'essayer de refermer ou de rapprocher, si on veut, l'écart entre eux et nous au niveau de la productivité. Après, il y a des politiques fiscales à adopter. Je crois que notre situation fiscale est quand même pas si pire comparativement aux États-Unis. Je sais que ça peut en choquer certains, étant donné qu'on a parlé du déficit et de la dette canadienne là, depuis l'arrivée de Trudeau, mais somme toute, on est dans une bien meilleure position que les États-Unis, donc il faut peut-être en profiter d'une certaine façon. On nous parle souvent de diversification. Je suis entièrement pour. Ceci dit, pour une entreprise québécoise, admettons, qui veut exporter, qui a le choix entre les États-Unis et l'Europe, c'est sûr que sa marge de rentabilité est beaucoup plus élevée si exporte aux États-Unis, parce que c'est à 1 heure de voiture d'où je me trouve en ce moment. Tandis que l'Europe, il faut que tu mettes ça dans un avion ou un bateau, puis ça va te coûter 10 fois plus l'envoyer là-bas, ça veut dire que tu deviens beaucoup moins concurrentiel. Donc, la diversification, je suis tout à fait pour. Mais là, c'est limite. Ça a ses limites. Donc, je crois que à court ou moyen terme, la meilleure option, c'est de trouver une entente politique avec les États-Unis ou peut-être on fait des compromis, j'ai envie de dire, sur notre identité canadienne, dans le sens où on propose aux États-Unis de les suivre, si je peux dire, dans leur réorganisation de la structure mondiale. Donc, on les appuie au sein de l'OTAN quand il vient le temps de demander aux membres de l'OTAN, par exemple, d'atteindre 2 de leurs dépenses de PIB en matière de défense. Peut-être le faire nous-mêmes en premier, là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Deuxièmement, peut-être prendre une posture plus dure face à la Chine avec les États-Unis. Peut-être que les États-Unis se disent, écoutez, et monnayer cette posture conjointe face à la Chine avec les États-Unis contre l'effacement de certains tarifs stratégiques en faveur du Canada, entre le Canada et les États-Unis, par exemple. Je trouve qu'il y a plusieurs choses à faire, pas une seule, mais ce ne sera pas facile, là, je crois, de réorienter une économie qui a toujours été basée sur l'exportation et qui a profité de la mondialisation, tandis que là, comme je disais, on entre peut-être dans une ère de démondialisation. Hein. Une chose est sûre, c'est que pour résoudre ces enjeux, il faudra faire preuve de dialogue plutôt qu'antagoniser, démoniser et mépriser. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant d'avoir votre perception des choses avec les lunettes réalistes et pragmatiques pour analyser les politiques étrangères et la politique intérieure américaine à travers, finalement, ce prisme beaucoup plus posé. Bien, ça s'explique. Hein? Vous avez étudié en conflits internationaux, études stratégiques, alors c'est votre spécialité. Monsieur Labrec, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Saint-Darrel au 99.5.